infrastructures insuffisantes et les coûts parfois élevés associés à la pratique du basketball en Afrique peuvent décourager les plus motivés, ils poussent malheureusement certains des joueurs les plus talentueux à quitter le continent pour pratiquer leur sport. C'est le cas par exemple des joueurs NBA Luol Deng du Soudan ou encore Serge Ibaka du Congo. Pourtant, l'engouement pour le basketball est bel et bien réel en Afrique et l'influence croissante des stars africaines qui brillent à l'international n'est pas étrangère à l'accélération du développement du basketball en Afrique. Consciente de la fertilité du terreau africain dans le domaine sportif, la Ligue nord-américaine de basketball est désormais décidée à conquérir le continent. La NBA Afrique ouvre donc un bureau à Johannesburg en Afrique du Sud en 2010 pour développer le basketball et ses activités. À la tête de cette organisation, Amadou Gallo-Fall, ancien assistant coach des Dallas Mavericks et actuellement vice-président de la NBA Afrique. Est-ce que vous êtes prêt à faire le point? Absolument, je pense que je suis prêt. Alors, qui est Amadou Gallo-Fall? Je suis du Sénégal. J'ai grandi au Sénégal. Je suis allé faire mes études aux États-Unis où j'ai joué au basket en université. Très passionné par ce sport et aussi par l'Afrique et tout ce qui touche à l'Afrique. Maintenant, je suis vice-président de la NBA, chargé du développement en Afrique, un poste que j'occupe depuis 2010. Avant, j'étais à Dallas, avec l'équipe de Dallas Mavericks. J'ai passé 12 ans dans le front office. On a contribué à bâtir l'équipe. Et puis, après, ils ont gagné le titre de champion quand je suis parti, juste la première année après mon départ. Bon, et très fier de l'expérience qu'on a eue là-bas. Maintenant, je suis basé à Johannesburg et très excité par l'opportunité de construire quelque chose de vraiment spécial pour notre jeunesse en Afrique à travers ce sport, le basket, que je trouve très spécial. Passionné de basket et passionné d'Afrique, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Comment est-ce que vous avez été repéré et comment est-ce que vous avez réussi à un moment donné à attirer la NBA vers l'Afrique, vers le continent africain? Bon, parce que mon expérience personnelle, je suis tombé sur le basket par hasard. Comme tout le monde, tout jeune d'Africain, on tape le ballon du pied d'abord, parce que bon, c'est ce qui est accessible, c'est ce qui est là, quoi, ouais. On a tous commencé par ça. J'étais un bon athlète, mais j'ai jamais vraiment pratiqué un sport particulier sérieusement, quoi. Bon, sauf à un certain moment, bon, j'étais peut-être plus grand que tous mes camarades. Il y a mon frère qui étudiait en France, qui m'a amené un ballon de basket un été. Et puis j'ai commencé à m'amuser un peu avec. Et puis c'est parti très vite. J'ai eu une opportunité d'abord d'aller en Tunisie pour jouer et puis continuer mes études. C'est là où j'ai rencontré un volontaire du corps de la paix qui faisait des cliniques et qui m'a suggéré que bon, il pensait que j'avais le talent pour aller en Amérique, faire des études et avoir mes études payées. Moi, je pensais que qu'il me tirait la langue, quoi, parce que je n'étais pas persuadé que j'avais un niveau en basket pour compétir en Amérique. Mais c'était plus par ignorance que j'avais cette position, parce que moi, je voyais seulement, par exemple, les Boston Celtics avec Larry Bird et Magic Johnson, c'est les Lakers, les duels, ça c'est dans la fin des années 80. Alors je ne savais même pas qu'il y avait, bon, il y avait la NCAA, mais qu'il y avait d'autres différents niveaux, de la première à la troisième division. Bon, parce que comme je suis très aventurier et je n'ai pas peur d'essayer, alors j'ai pris son offre et sa suggestion. Je suis parti j'ai signé pour aller en Amérique, à l'Université du District of Columbia. C'est là où j'ai joué en deuxième division. Et puis, tout est parti de là, quoi. Alors, vraiment, mon expérience m'a ouvert les yeux sur le pouvoir du sport, la puissance du sport, qui peut être utilisé comme outil de développement, parce que c'est ce que je fais à un niveau individuel d'abord. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui à faire tout ce qu'on fait pour que plus de jeunes soient exposés à notre jeu, le basket,
Et puis voilà, quoi. Ça a été ma motivation, parce que je suis tombé sur le sport par hasard. Et puis je me suis rendu compte que ça a ouvert des portes extraordinaires. C'est la raison pour laquelle je suis très passionné maintenant pour un peu donner la même opportunité aux jeunes, mais surtout que cela ne se passe pas comme un hasard pour qu'on mette des mécanismes sur place pour que ceux qui en ont la passion et le talent puissent trouver leur chemin très vite, mais surtout en insistant sur le fait que les études, c'est extrêmement important, c'est à la base de tout. En termes d'action et d'accomplissement, qu'est-ce que la NBA Afrique fait et a fait jusqu'à présent? Alors, nous avons ouvert nos bureaux en 2010 pour avoir une présence physique permanente sur le continent, pour vraiment travailler en profondeur, aller sur tout le continent pour maximiser sur l'opportunité. Il y a eu une histoire entre la NBA et l'Afrique qui date de très longtemps. Hakeem Olajuwon a été drafté numéro 1 en 1984. Cet énorme nombre de jeunes, garçons comme filles, qui ont un potentiel pour le basket, qui soient exposés au jeu. En rendant le jeu accessible, je pense qu'on crée des opportunités de participation pour ce talent. Et le talent va vraiment se développer. Exactement, émerger. Parce que mon objectif, ce n'est pas nécessairement de trouver le prochain Hakim ou Dikembe ou Ibaka ou Lualdeng, mais l'objectif, c'est que le jeu devienne de plus en plus populaire. Ça, c'est une ambition qui est très très sérieuse parce qu'on sait, comme vous le disiez tout à l'heure, que le jeu le plus populaire sur ce continent, c'est le football. Ouais. Et comment est-ce que justement on arrive à gagner des parts de marché, j'ai envie de dire? Moi, mon focus, c'est de faire en sorte que ces jeunes soient exposés à mon produit parce que j'ai une confiance absolue que s'ils sont exposés à ce que nous faisons, ils vont aimer et cela va les accrocher. C'est un beau jeu qui est rapide, très dynamique et ma marque est cool. Nos joueurs sont des icônes mondiales, que ce soit LeBron James ou Michael Jordan. Et nos jeunes Africains dont le nombre continue à grandir, qui viennent dans la NBA aujourd'hui et qui reviennent pendant les étés, retourner dans leur pays, organiser aussi des activités pour inspirer de jeunes frères et sœurs. Je me focalise sur une mission de rendre ce que nous faisons accessible, que ce soit à la télévision pour que les jeunes puissent voir, et puis développer l'infrastructure avec des partenariats stratégiques et authentiques pour permettre aux jeunes d'avoir des aires de jeu pour jouer. Parce que en fait, c'est là où tout commence. Moi, Absolument. en grandissant, je n'avais jamais été exposé à ça dans mes, teenage years, plus Jusqu'à tard. l'adolescence. Voilà. Et maintenant, en rendant le jeu accessible, en travaillant sur le développement d'infrastructures, tout l'équipement qu'il faut, je pense que les jeunes vont faire leur choix d'eux-mêmes. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre notamment les pouvoirs publics, puisque pour les équipements et surtout pour les infrastructures, c'est avec eux, j'imagine, que vous travaillez? Non, absolument, mais moi je vois tout ça comme une énorme opportunité. Une énorme opportunité pour nous et aussi pour nos partenaires. Par exemple, nous avons des partenaires dans le domaine de l'équipement sportif qui sont aussi, qui suivent de très près l'activité que nous menons. Nous avons organisé pour la première fois de l'histoire un match en Afrique du Sud le 1er août dernier. Et vous ne pouvez pas vous imaginer tout l'engouement que cela a suscité. Depuis le match, je n'ai pas pris de vacances, j'ai voyagé un peu partout. C'est parce que il y avait tellement une demande très forte pour aller dans certains de ces pays, pour mener des activités comme ça. Il y a une demande médiatique qui est là, à quoi il faut qu'on réponde. Quand je parlais, par exemple, de nos partenaires, que ce soit Nike ou Adidas, de plus en plus, ils sont en Afrique et ils voient aussi la taille de l'opportunité. Alors, je ne pense pas que cela soit un frein. Évidemment, on en parle pour qu'il y ait conscience, mais aussi, je pense que les autorités publiques en ont très conscience parce que nous avons des rencontres à de très haut niveau et il y a une volonté réelle
de se pencher sur cet aspect-là, sur le développement des infrastructures, parce que la jeunesse a envie de pratiquer ce sport, la jeunesse reconnaît ce sport comme un sport d'intérêt. Alors c'est là où moi je vois tous ces challenges-là comme une opportunité, et c'est la raison pour laquelle on est ici. C'est la première fois que la NBA organise un match de cette envergure en Afrique. Vous avez réussi à faire venir toutes ces idoles africaines dont vous parliez, qui sont des grands noms de l'histoire du basketball, et notamment des Africains, puis des non-Africains également. Et vous l'avez dit, ça a suscité un engouement énorme. Comment est-ce que ça s'est passé? Quel enthousiasme est-ce que ça a reçu finalement? En acceptant de prendre ce job, quitter Dallas après 12 ans pour venir au niveau de la Ligue, ouvrir les bureaux en 2010, c'était pour construire vers des activités comme cela. Parce que c'est ce qui se fait partout dans le monde. La NBA est une ligue mondiale. On a 14 bureaux en dehors des États-Unis, enfin 13 en dehors des États-Unis. Et notre ligue et le basket, c'est vraiment mondialisé. Alors moi, je me suis pris comme mission que je ne voulais pas que cette mondialisation survole l'Afrique, parce que nous reconnaissons le potentiel, comme on le disait tout à l'heure, sans aucun engagement physique sur le terrain. Hakim, Dikembe, Manout, les Sagana Diop, Mamadou, Olomide, plein de jeunes qui sont venus de partout en Afrique ont trouvé leur voie sur la NBA. Alors je pense que c'était juste logique à un certain moment de commencer à se pencher, à faire les choses de manière directe, et parce que les jeunes, les populations ont de l'intérêt et de l'engouement pour ce sport. Et la mission, la raison pour laquelle on organise tous ces matchs partout dans le monde, c'est pour amener le produit vers l'enfant, pour qu'ils puissent avoir l'expérience. Certains vont aller dans une salle de jeu, dans leur zone géographique. C'est télévisé partout sur le continent. Et c'est ce qui s'est passé à Johannesburg. L'ambition, c'était vraiment de faire un événement majeur. On s'est focalisé sur le développement à la base, beaucoup d'activités, Basketball Without Borders, qui est devenu vraiment un événement incontournable. Et puis aussi, on a développé d'autres activités, que ce soit au Nigeria, à Abuja, on a un programme avec ExxonMobil Power Forward. Au Sénégal, on a le LLP avec l'USAID. On a lancé des Junior NBA League au Mozambique, en Ouganda. Et l'objectif, c'est de lancer ces ligues dans les 10 ans qui viennent, partout sur le continent. Mon ambition serait que dans chaque pays du continent, qu'il y ait des Junior NBA League. C'est à l'école, focalisé sur des jeunes de 12 à 15 ans. Alors, on a fait tout ça, une partie de ça les 3-4 premières années. Maintenant, il fallait amener un événement phare. Et c'est pourquoi nous avons organisé ce match. Et c'était vraiment grâce au soutien du commissionnaire Adam Silver et toute la famille NBA. Il fallait aller parler aux joueurs, et puis parler aussi au syndicat des joueurs, parce qu'on a fait le match en partenariat avec le NBA Players Association. Et les gens comme Chris Paul, dès qu'on a eu son accord, et Lou Alding, on a 2 capitaines, maintenant c'était fini. Il y avait du très beau monde dans la salle, on avait toutes les célébrités de la musique, aussi bien sud-africaines, des gens qui sont venus du Nigeria, du Kenya, du Sénégal, d'un peu partout en Afrique. Et on a pu organiser d'autres événements autour du match. C'était vraiment pour une première, quelque chose dont nous sommes très fiers, mais bon, que nous comptons renouveler dans les années à venir. Est-ce que c'est maintenant un rendez-vous qui va devenir régulier? Est-ce que tous les ans on aura un NBA Africa Game, ou est-ce que ce sera plutôt quelque chose de plus rare? Non, mais on va continuer à aller de l'avant. Évidemment, on va continuer à faire de gros événements. La nature peut varier d'une année à une autre, mais notre engagement, c'est de faire des activités de ce genre dans le futur. Vous revenez actuellement de l'Afrobasket en Tunisie. Le Nigeria est désormais champion d'Afrique d'Afrobasket. Qu'est-ce que ce genre d'initiative, comme l'Afrobasket, à votre avis, peut permettre à contribuer pour le développement du basket? C'est extrêmement important. D'abord, moi, même si je n'étais pas dans cette position, j'ai toujours été un grand fan de l'Afrobasket. Je crois que depuis 1995, j'en ai pas raté, peut-être qu'en 99. Alors, et je vois l'évolution du tournoi, je vois l'évolution du tournoi également, aussi bien en termes de talent qui est là, des équipes, parce que maintenant, de plus en plus, on a des joueurs dans la NBA. Et puis aussi, ce n'est pas un hasard qu'on a commencé notre Basketball Without Borders Camp en 2003, en Afrique du Sud. Et
de constater qu'en Tunisie, il y avait plus de 35 jeunes qui sont passés par le camp, qui sont dans différentes équipes nationales. Moi, je pense que ça, c'est important parce que Basketball Without Borders, c'est en collaboration avec la FIBA. C'est un programme mondial qui permet de détecter des talents, d'offrir à ces jeunes une opportunité d'être coachés par des joueurs NBA, des coachs de très très haut niveau. Alors, ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment l'organisation. De plus en plus, des joueurs africains qui sont dans toutes les ligues du monde reviennent jouer pour leurs équipes nationales. La compétition est devenue de plus en plus ouverte. Avant la compétition, on ne pouvait pas, avec certitude, désigner un vainqueur. Moi, je pensais qu'il y avait 6 équipes qui pouvaient prétendre au titre. Maintenant, de voir au finish, il y avait le Sénégal, la Tunisie, l'Angola et le Nigeria. C'était quand même, au bout du compte, les 4 meilleures équipes qui étaient là. Hein. Et puis après, le Nigeria qui gagne pour la première fois, c'est une très bonne chose. Et je suis très, très content pour mes amis, aussi bien au niveau de la fédération, avec le président Tidjani Oumarou et un gars comme Olomide qui a, j'ai l'impression que ça fait plus de 30 ans qu'il joue en équipe nationale parce qu'on le voit partout. C'était très très beau de le voir gagner. Et c'est une très bonne chose, moi je pense, pour le basketball africain, que le Nigeria, le pays en termes de population et puis de potentialité pour notre sport, de vraiment être dans un rôle de leadership. Exactement. Ils vont aller aux Jeux Olympiques et je suis persuadé qu'avec tout le talent qui existe en Amérique et partout dans le monde, du Nigeria ou d'origine nigériane, et puis un très bon jeune coach qu'ils ont mis sur pied, Will Voigt. Je pense que l'avenir est très, très, très radieux pour le basketball africain en général. Vous êtes basé en Afrique du Sud, on parlait à l'instant de l'équipe du Nigeria. Est-ce que, en termes de culture du basketball, est-ce que vous sentez une différence entre les pays francophones et les pays anglophones? Ou est-ce que, de votre expérience et de votre observation, c'est à peu près équilibré un peu partout? Non, je pense que ce qui est intéressant, pour moi, c'est de voir de nouveaux pays émerger. Par exemple, dans l'Afrobasket, il y a eu 2 pays qui participaient pour la première fois, le Zimbabwe et l'Ouganda. Moi, je pense que c'est de très bons signes. Et là, ça veut dire que le jeu s'étend. Évidemment, en Afrique, traditionnellement, on connaît les pays qui ont toujours été là, forte tradition de basket, que ce soit l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Angola. Je pense qu'il n'y a pas de grosse différence en termes d'espace culturel ou linguistique. Et chez les pays lusophones, le Mozambique et l'Angola, le jeu a toujours été très très populaire là-bas. Bon, c'est vrai que en termes de talent, traditionnellement, il y avait eu beaucoup plus de présence dans les pays francophones. Mais dans notre expérience, en tout cas depuis que je parcours l'Afrique, le talent est partout. Le talent est partout. Des pays comme le Cameroun pour devenir une puissance. J'étais au Rwanda il n'y a pas très longtemps avec notre ami Masai Ujiri et sa fondation Giants of Africa qui faisait une tournée. J'ai vu plein de talents et des gens super organisés au niveau de la fédération. Et je suis sûr que pour peu, on va commencer à entendre parler du Rwanda. Rwanda bientôt. Alors, Rwanda, un pays où vous justement vous investissez, puisque on parlait tout à l'heure de la manière dont le sport peut amener le développement de personnes, mais aussi finalement du continent. Au Rwanda, il y a des cliniques que vous avez aidé à mettre en place. Et c'est des projets comme ça que vous faites un petit peu partout, au Nigeria également, dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu évidemment. plus? Notre ami Masai Ujiri, qui est le président de Toronto Raptors, à travers sa fondation Giants of Africa, est très engagé et qu'il a toujours fait depuis le début avec Basketball Without Borders. Et puis on a toujours collaboré, par exemple, avec ce que nous faisons au Sénégal à travers la fondation SID. C'est les mêmes principes. On essaie de couvrir le plus grand nombre de pays possible. On ne peut pas le faire tout seul au niveau de la NBA. Je n'ai pas le staff, j'en ai pas. Maintenant, on est une dizaine. Bon, on est passé de 1 à 10 quand même, on s'en réjouit, mais on n'en est pas là où on peut être partout. Alors, nous comptons sur des initiatives comme ce que Masai fait, ou bien aussi nos joueurs qui reviennent aussi faire des activités comme Luc Mbamute qui fait son camp au Cameroun, Bismarck Biombo, au Congo, Ibaka, et même Dikembe maintenant. Moi, ce qui m'a le plus motivé dans ce job, c'est
l'opportunité que nous avions d'utiliser le basket comme outil pour vraiment continuer à inspirer notre jeunesse. Parce que tout va partir de là. Si l'Afrique n'a aucune chance de se développer, c'est qu'il nous faut équiper nos jeunes. Il faut qu'ils aient des repères, en venant organiser ces activités, pas que pour leur apprendre à dribbler ou à shooter, mais aussi en inculquant des capacités de vie courante. Et c'est ce que nous faisons dans toutes ces, exactement, c'est ce que nous faisons dans toutes les activités que nous menons. Alors nous étions avec Maasai au Kenya et au Rwanda. Après, je suis parti avec l'OAL en Éthiopie et puis en Ouganda. On couvre beaucoup de terrain. Alors on va cibler ces pays. Et on va développer ce Junior NBA Platform, comme je le disais tout à l'heure, sur l'étendue du continent. Et on va commencer par les pays où on pense que quand même il y a un certain niveau d'organisation, où on peut aller un peu plus vite. Vous avez mentionné SEED, qui est un projet qui vous tient particulièrement à cœur et qui exemplifie, qui illustre bien justement ce que vous souhaitez faire avec le développement et le basketball, à travers le basketball. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus et comment est-ce que justement à travers SEED, on va utiliser le sport comme un moyen de développement? Ma première passion, c'est l'Afrique. Alors, tout ce qu'on peut faire pour contribuer à créer cette image de l'Afrique qui est positive, qui est conquérant et entrepreneur, le sport, je pense, m'a ouvert les yeux de la possibilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu trouver un moyen de vraiment cristalliser cette opportunité. Alors c'était à travers SEED, c'est Sports for Education and Economic Development. Pour moi, le développement de l'Afrique passe par l'éducation de sa jeunesse. Et je pensais que le sport est un outil de choix pour vraiment amener les jeunes à se focaliser sur les questions qui sont importantes pour le développement à l'état individuel d'abord. Et qui dit développement de la jeunesse, dit développement de leur communauté. Alors, ça m'a permis d'aller à l'école, de faire mes études, de faire énormément de contacts. Alors, j'ai voulu mettre tout cela au profit maintenant du groupe, de la communauté. Et c'est la raison pour laquelle on a créé la structure pour, évidemment, aller vers des jeunes, garçons comme filles. Parce que maintenant aussi, on a un partenariat avec Boris Joe de San Antonio Spurs, qui est le parrain de la section des filles. Alors, je pense que éduquer ces jeunes, ceux qui ont l'opportunité d'exceller dans le basket iront jouer, que ce soit en NBA ou dans d'autres ligues. Mais l'important, c'est qu'ils vont tous aller à l'école, ils vont tous avoir leur diplôme et ils vont tous revenir pour retourner l'ascenseur, pour inspirer d'autres jeunes. Il y a tout un écosystème, je pense, qu'on peut influer à créer et c'est la raison pour laquelle moi j'étais très enthousiaste pour revenir sur le continent et essayer de diriger l'action de la NBA sur le continent. Amadou Gallo Fall, puisque vous êtes passionné d'Afrique, on va passer maintenant à notre séquence pointillée. Amadou Gallo Fall, si je dis Afrique, quel est le point d'interrogation? Son avenir. Si je dis Afrique, quel est votre point d'exclamation? Le potentiel, la diversité et la beauté extraordinaire. Quels sont vos points de suspension? L'intégration. Si je dis Afrique, quel est le point fort? La richesse humaine, la jeunesse. Si je dis Afrique, quel est le point faible? Ce morcellement, ces différences artificielles, il faut qu'il n'y ait plus de visa pour aller visiter dans différents pays. Quel est votre meilleur souvenir d'Afrique? La chaleur des gens, l'optimisme, l'opportunité de créer. Quel est le pire souvenir d'Afrique? Tous ces pires souvenirs sont des challenges que je vois en opportunité. Quel est votre rêve d'Afrique? Un développement total. Il faut créer et puis il faut construire. Quel est votre point final? Une Afrique qui continue d'émerger, où on peut tout faire comme partout ailleurs dans le monde. Amadou Gallo Fall, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, ici dans notre bureau, à notre studio de Londres, pour faire le point avec nous. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi. Merci de m'avoir invité. Plaisir. Lundi prochain, nous ferons le point avec Serge Betsen, ancien rugbyman professionnel et président de la Serge Betsen Academy.